Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo féministe solidaire pour t'aider à incarner le changement. Et aujourd'hui, on accueille à nouveau Quentin Delval pour la deuxième partie de Comment devenir moins con, nous, les mecs. Salut Quentin. Salut. Effectivement, après une première partie sur pourquoi devenir moins con, on va parler des moyens d'agir qui peuvent améliorer les vies de tout le monde. Donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous conseille évidemment de commencer par la première partie de la semaine dernière. Alors, je te présente en 10 secondes. Donc, tu es expert sur les questions d'inclusion et de diversité. Et depuis plusieurs années, dans ta vie perso, tu tentes tout simplement de devenir moins con, jusqu'à en publier un livre, Devenir moins con en 10 étapes. Parce que, qui que tu sois, tu baignes dans le patriarcat, tu as une éducation genrée. Et donc, le but, c'est pas du tout de s'auto-flageller, mais il faut reconnaître qu'on a tous des comportements où l'on abuse plus ou moins de notre masculinité, au détriment des femmes, consciemment ou inconsciemment. Quand on esquive les tâches ménagères ou de s'occuper des enfants, quand on impose une pratique sexuelle ou plein d'autres choses. Et donc aujourd'hui, on va reprendre des questions que je trouve hyper intéressantes que tu mets en conclusion de ton livre pour vous aider à devenir des mecs plus stylés, tout simplement. La première, c'est « Es-tu la même personne entre mecs ou quand il y a une femme ?» Ça, je trouve que c'est un exercice hyper intéressant à faire tout seul. Est-ce que tu arrives à ne pas être dans la compétition quand tu es entre mecs? Si tu joues à FIFA, est-ce qu'il faut absolument écraser l'autre ou boire le plus de bière ou de shots? Ou en général, la compétition en termes de, voilà, est-ce que c'est qui le plus musclé, c'est qui a le plus gros salaire, le plus gros sexe, peu importe. Est-ce que tu peux nous raconter justement, je trouve cette anecdote sur FIFA qui est géniale? Ah, c'était pas FIFA, c'était Street Fighter. C'était un jeu de combat. Ah ouais. Ça change tout. Ouais, c'était très drôle. À une époque, j'avais un ami qui vivait dans le même quartier que moi et puis il passait chez moi certains soirs et on jouait à un jeu de combat donc avec des bonhommes qui se tapent dessus qui s'appelle Street Fighter 4. Et en fait, il y a vraiment une rivalité qui s'est instaurée, amicale, bien sûr, mais c'était vraiment du sérieux. Je me rappelle qu'il venait une semaine, il m'écrasait, puis moi, je n'endormais pas, je réfléchissais à des techniques pour le revoir la prochaine fois, et puis je l'écrasais, et puis il sortait tout mal de chez moi, et puis il faisait pareil, il passait une nuit blanche à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Enfin bref, ça se passait comme ça. Mais pour moi, c'était quand même du jeu, entre guillemets. C'était sérieux. Oui, il y a un certain plaisir à ça aussi. Ouais. Et puis un jour, il y a sa copine qui fait mais en fait, moi, je serais quand même curieuse de voir c'est quoi ce jeu et pourquoi ça vous amuse, qu'est-ce que vous faites, je suis vraiment curieuse, quoi, est-ce que je peux venir? Donc elle est venue une fois avec lui, elle s'est assise avec nous dans le canapé, on a commencé à jouer et là alors que d'habitude on était très agités, on se lançait des insultes, enfin c'était vraiment des coups de coude plutôt violent. On était impassibles, on bougeait pas, on avait les doigts sur les sticks et vraiment on était comme des statues, quoi. Ouais, comme on si jouait à ça de toute façon hyper mécanique, et puis elle nous a regardé, elle nous dit mais je comprends pas ce que vous trouvez à ce truc, quoi. Puis elle est partie en fait, elle dit je ferme ma soirée, salut. Elle nous ferme la porte, surtout vers moi il fait bon, on peut arrêter de faire semblant que c'est pas important maintenant. Et cette phrase m'a un peu dit en fait c'est ce qui est en train de se jouer, c'est que pour nous cette rivalité était devenue vraiment importante, c'était vraiment un truc réel et ça nous définissait et ça définissait notre lien et c'était plus que du jeu, quoi. Et surtout t'as une part de honte ou de gêne, j'imagine, parce que pourquoi tu serais pas obligé de le cacher, en fait. Tu sais qu'il y a un problème puis, si tu dois le cacher, quoi. Ouais, mon soupçon, c'est qu'on savait qu'on allait passer on avait peur d'être vus comme des gamins, en fait, comme des petits enfants qui jouent et donc c'était une trahison à cette idée peut-être d'un certain type de virilité qui doit être sérieuse. Parce qu'être frivole et se lancer dans des grandes émotions démonstratives, on peut le faire, mais entre hommes, genre pour moi l'exemple de ça, c'est quand tu vas au bar voir le match de foot et que là ça gueule, ça se prend dans les bras, dans la naf, mais c'est dans des espaces contrôlés, c'est entre hommes. Et quand il y a un regard féminin, on a peur d'être vu pour ce qu'on est vraiment. Ça va pas. Donc on garde le sérieux. C'est un tout petit exemple qui me semble donner lieu à plein de choses. Ouais. Deuxième question pour devenir un mec trop stylé. Peut-être que si tu fais plus la cuisine ou que tu reprends tes potes sur leurs blagues sexistes, par exemple, as-tu peur d'être déclassé dans les groupes de mecs dont tu fais partie, que ce soit au boulot, au sport, entre amis? Parce qu'il y a vraiment cette notion de compète permanente entre les mecs et du statut social qui va avec, qui est omniprésente. Et si tu sortais de cette compète entre mecs, ça ressemblerait à quoi? Par exemple, en termes de niveau du statut, toi tu racontes une anecdote qui m'a choqué, avec 2 potes à toi qui voulaient être parrain de ton fils. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, donc j'ai eu un premier enfant et mes 2 meilleurs amis, que je connaissais depuis vraiment très longtemps, tous les 2 m'ont proposé d'être le parrain. Donc je leur ai pas demandé en premier, c'est eux qui sont venus me le demander.
Okay. Et malgré de l'amitié profonde que j'avais pour eux, pour des raisons X et Y, j'ai décidé que je voulais pas qu'il soit le parrain, tout en précisant le plus diplomatiquement possible que ça ne voulait absolument pas dire que je ne voulais pas qu'ils aient de lien avec mon enfant, ou que mes liens avec eux aient changé, ou que c'est pas du tout de ça dont il s'agissait. Et ils ont tous les deux une réaction très forte et très négative par rapport à ça. Et je l'anticipais parce que à l'un d'entre eux, j'ai mis du temps à refuser, j'avais peur de lui dire non. Effectivement, quand je lui ai dit que c'était pas mon choix, il y a vraiment eu un effondrement où notre amitié, vieille de plus de 20 ans, de même 30 ans, a été remise en question. Il m'a dit, mais voilà, ça peut peut-être dire qu'on peut plus être amis. Pour l'autre, j'ai senti après ce moment-là qu'il y avait un éloignement progressif, il donnait moins de nouvelles, on se voyait moins. Il y avait vraiment une distanciation et avec le recul, j'interprète ça comme j'ai refusé un statut, et le fait qu'il réagisse comme ça montrait que ce qu'il recherchait vraiment, c'était le statut. C'était pas la relation à l'enfant qui, elle, était toujours ouverte, et il y avait vraiment aucun souci, et je la souhaitais en fait. Même, je n'aurais même pas dit je veux pas vous empêcher de voir son enfant, c'est je souhaite que vous soyez proche de lui. C'était même une phrase positive et active. Enfin, c'est tout à fait humain de pouvoir être vexé ou quoi que ce soit, mais de là à mettre la relation en danger derrière sur le long terme, enfin, c'est complètement différent et c'est assez puéril, quoi. Ouais. Alors, je précise qu'avec cet ami-là, ça s'est arrangé dans le sens où on a vraiment pu avoir des discussions à cœur ouvert là-dessus. Okay. Il a compris au final quand j'avais pris cette décision, il l'a respecté, tout en me disant que c'était très dur, mais qu'il la respectait. Et puis, c'est toujours mon ami, et toujours un ami très proche. D'accord, ok. Donc, on est passé par une phase difficile, mais on a réussi à progresser là-dessus. Troisième question, est-ce que toi qui nous écoutes, si tu es un mec, est-ce que tu as peur d'être submergé par tes émotions, si tu vas voir un peu ce qu'il y a en toi, de te retrouver avec un grand vide en toi? C'est souvent pour ça que les mecs n'osent pas écouter leurs émotions. Alors, vous allez me dire encore un livre, un podcast sur les hommes qui nous rabâchent qu'on doit être vulnérable. Ok, merci. Toi, tu dis que tu étais émotionnellement limité. Et qu'un des trucs qui t'a aidé à t'autoriser à ressentir et exprimer tes émotions, c'est justement de pouvoir mieux connecter avec tes enfants. Et apparemment, ta femme t'a beaucoup aidé là-dedans, c'est-à-dire j'ai remarqué en fait assez vite que l'hypocrisie émotionnelle, comme je dis, donc le fait de faire semblant qu'on va bien alors qu'on va pas bien, par exemple, les enfants on voit ça tout de suite et ils laissent pas passer, quoi. Ou si on est fâché. Mon fils un jour m'a dit, mais papa, pourquoi tu fais semblant que tu vas bien alors que tu vas pas bien? Mais c'était une question très... le matin au petit déjeuner, comme ça. Ouais, vraiment snipé, et j'étais là genre ouais, t'as raison en fait, je devrais pas, ça sert à rien. Et puis et pour lui c'était juste un fait, hein, c'était pas accusateur. C'était pas une attaque, mais magique. Pourquoi en fait parce que lui quand il est pas bien, il le dit, voilà. Et puis sa maman aussi. Une autre fois c'était qu'est-ce qu'il m'avait dit aussi? C'est magique. Oui, on s'était un peu disputé, lui et moi. J'avais été un peu sec, plus sec que ce que j'aurais voulu. Et du coup, je me sentais coupable. Et donc, je viens vers lui et je lui fais un petit bisou, quoi. Genre, sans rien dire, pour essayer de montrer que je voulais dire que je voulais. C'est ta manière de dire désolé, quoi. Voilà. Et puis, il m'a ressorti un truc pareil, du style, tu sais, c'est pas très bien quand tu fais semblant qu'on est réconcilié alors qu'on ne s'est pas encore réconcilié. Parce qu'on n'avait pas fait le travail de partager. Mais c'est Bouddha, ton fils, en fait. Il est fort. Et le deuxième qui a grandi maintenant, qui parle aussi, sort des trucs pareils, quoi. Donc il y a ça, en fait, qui met de façon très objective le fait que si tu t'ouvres pas émotionnellement, l'autre peut pas se positionner par rapport à toi. Tu mets dans des situations difficiles, il doit toujours interpréter sans être sûr de ce qui se passe pour toi. Enfin, c'est très compliqué pour avoir une bonne relation dans ces cas-là. Forcément, si tu exprimes mieux tes émotions, les autres, non seulement, ils peuvent t'aider, ou en tout cas, ils peuvent t'aider à résoudre les conflits, ou en tout cas, mieux te connaître, tout simplement. Si, ça lui apporte de la joie, je savais pas forcément. Ouais, parce que tu dis, ça améliore les liens, quoi. Oui, il y a un aspect qui est que les émotions sont légitimes. Donc, les comportements qu'on a après qu'on ait une émotion sont pas forcément tous légitimes. Il faut faire gaffe à pas se lâcher sur les autres parce qu'on est en colère. Ça, c'est une conséquence. Les émotions sont pas juste des choses intellectuelles. Ça fait partie du corps, ça fait partie de qui on est, et elles surviennent pour une raison, et elles sont une information sur ce qui est en train de se passer. Et parfois, c'est juste un soupir qu'on fait, parfois c'est une tension dans le dos, parfois c'est plus visible, c'est pleurer, c'est des choses comme ça. Mais ce sont des informations sur ce qui est en train de se passer, c'est pas juste un détail. Et donc, quand on prend en compte ces informations, on prend ce qu'on ressent, on prend si quelque chose nous blesse ou nous réjouit, et puis si on l'exprime, les autres le comprennent aussi. Donc, ces émotions sont une partie d'être avec les autres. C'est pas juste un poids qu'on jette sur les autres. C'est pas une façon d'être ridicule. Et plus on leur donne de la place, plus vite elles passent.
on reste moins, parce que moi je ruminais parfois des jours sur des interactions sans oser dire ce que je ressentais ou sans comprendre ce que je ressentais parce que j'ai pas le vocabulaire. Alors que quand on leur donne de la place, quand on débute, entre guillemets, quand on débute dans l'émotion, si je peux dire, évidemment tout a l'air un peu lourd, mais assez vite en fait, quand on les laisse exprimer, quand on les extériorise, elles passent plus vite, elles ont moins d'impact, elles ne nous plongent pas toute la journée. Moi, je passais des journées parfois au boulot avec un truc derrière la tête, je n'arrivais pas à me dépêcher de cet état de lourdeur. Donc, le fait de le faire régulièrement améliore aussi la qualité de vie personnelle, dans le sens où ça devient beaucoup moins pesant. Et avec les autres, on a en relation avec les autres de façon beaucoup plus saine. J'aime beaucoup ce que tu partages comme vision des émotions, ou que les émotions, c'est pas du tout des gros boulets, mais que justement les émotions, c'est une info par rapport à un besoin ou une valeur qui a justement été remplie quand quelque chose t'apporte de la joie, ou qui au contraire a été bafoué et un besoin auquel on répond pas. Par exemple, tu t'es pas senti respecté, ou de la honte, de la culpabilité, de la tristesse, de la colère, peu importe. Et du coup, c'est une info pour avancer et te dire, ah bah ok, dans cette situation-là, au boulot, avec mon fils ou peu importe, je me suis pas senti respecté. Et du coup, j'ai besoin d'en parler parce que j'ai besoin de me sentir écouté. Et du coup, j'ai besoin de mettre quelque chose en place, ou rien du tout, mais déjà d'en prendre conscience, bah du coup, ça résout la tension. Et donc, l'émotion, au lieu de la foutre sous le tapis et que soit ça peut passer, mais voilà, soit ça peut pourrir et prendre des proportions beaucoup plus grandes. Bah là, si tu le dis, ok, si j'ai cette émotion, c'est parce que j'ai quelque chose à apprendre, c'est parce que j'ai besoin de me rendre compte que bah ouais, en fait, je sais pas, jouer avec mon fils, ça m'apporte vachement de joie, et du coup, peut-être que je pourrais jouer encore plus avec lui, plutôt que de me dire ah non, c'est bizarre que je m'amuse autant. J'ai pas le droit de m'amuser parce que je suis un homme mature responsable. Enfin voilà, en tout cas de le prendre comme une info sur qu'est-ce qui est important pour toi, qui est satisfait, ou justement, bah en général, c'est plutôt des émotions négatives insatisfaites, quoi. Oui. Et c'est une façon aussi de comprendre que l'enjeu d'interagir avec les autres, pour arriver à les écouter, c'est pas toujours trouver des solutions, parce qu'on a été éduqué, on a appris très masculin. Dans des interactions à toujours essayer de dire voilà, ma femme vient, elle est triste, elle pleure, ou elle me raconte quelque chose qui s'est passé instinctivement, enfin pas instinctivement justement, j'ai appris moi à réagir culturellement. Culturellement, en essayant de trouver la solution. Qu'est-ce que je peux trouver comme solution opérationnelle à ton problème? Quelqu'un t'a dit quelque chose, on va y trouver la personne, on va se mettre d'accord, hein, alors que c'est pas du tout ça l'enjeu qui est en train de se passer. Comme tu dis, c'est juste parfois d'exprimer quelque chose, de réaliser de valider le fait que quelque chose s'est passé et que ça a eu un impact. Et du coup, soi-même s'autoriser à ressentir et de nommer nos émotions, c'est aussi comprendre comment écouter les autres, comment les accueillir quand ils viennent vers nous, quand elles viennent vers nous avec certains états, et de pas les renvoyer à ah mais t'as pensé à faire ça, et t'as pensé à faire ça, et t'as pensé à faire ça. Elles ne trouvent aucun soutien émotionnel, et en plus elles doivent nous expliquer que c'est pas ça dont elles ont besoin, donc elles se retrouvent en situation où c'est crispé. Enfin, c'est tout un écosystème qui change quand on s'autorise à avoir des émotions, quoi. C'est vrai que culturellement, tu le dis très bien, les mecs, nous, face à un problème, on essaie d'apporter des solutions pratiques, alors que les femmes, parce qu'on leur a appris ça, permettent que la personne se sente écoutée. Moi, un des trucs qu'on essaie de faire plus dans mon couple, c'est de dire, est-ce que là, maintenant, face au problème que tu me dis, t'as besoin d'être écouté et d'être entendu, ou est-ce que t'as besoin qu'on essaie de trouver des solutions, quoi? Oui, il y a plein de techniques comme ça où tu peux demander à l'autre ce qu'elle a besoin, ou dire est-ce que j'ai bien compris si, et puis tu fais un miroir de ce que tu as entendu. J'ai l'impression que ton besoin c'est ça. Quand je t'entends, ça me fait ça à moi, et j'ai tendance à vouloir trouver une solution, etc. Si c'est pas ça dont tu as besoin, tu as juste besoin d'un câlin, quoi. Voilà, c'est ça. Donc il y a des petites techniques dans le livre sur aussi comment pas être perdu face au fait de se retrouver, d'exprimer l'émotion, de recevoir l'émotion d'autrui, et être dans une posture d'écoute et d'empathie, en fait. Ouais. Quatrième question, pour plus d'égalité femmes-hommes dans ta vie. Dans quelle situation est-ce que toi qui nous écoutes, t'as peur de ne pas être un vrai homme? Est-ce que c'est quand tu pleures? Est-ce que c'est quand tu poses une journée de congé pour t'occuper de ton enfant? Est-ce que c'est quand tu fais la vaisselle? Est-ce que c'est quand tu décides de manger moins de viande ou de boire moins d'alcool? Toi, Thomas, n'importe quoi. Toi, Quentin, est-ce que toi, c'était une crainte d'être perçu comme, je sais pas comment dire, un sous-homme, on va dire, quand tu as décidé d'être père au foyer pendant 2 ans pour soutenir ton épouse dans sa carrière? Je peux pas dire que j'avais cette crainte-là très concrète. Par contre, elle m'a été exprimée par tout mon entourage. Ouais. Et quand je dis tout mon entourage, c'est assez surprenant pour moi, parce que c'est vraiment tout mon entourage, y compris des personnes queer avec qui je pouvais travailler, qui m'ont envoyé et dit mais t'as pensé à ta carrière, qu'est-ce que tu vas faire, tu vas pas déprimer tout seul à la maison avec des enfants? Pas mal de projections sur ma situation. Je pense qu'ils n'auraient pas été les mêmes si ça avait été une femme qui annonçait qu'elle allait rester au foyer 2 ans parce que son mari partait
Donc le contexte, c'est que ma femme avait un contrat de travail à Copenhague pendant 2 ans. Donc moi, j'ai quitté mon job pour la soutenir là-dedans. D'accord. Et donc, moi, j'ai été surpris en fait du nombre de réactions de la part de toutes les catégories de personnes que je connaisse. T'es en train de te tirer une balle dans le pied, sous-entendu en tant qu'homme, en faisant une pause professionnelle de 2 ans pour t'occuper des enfants. Donc, je sais pas vraiment une peur que j'avais personnellement. Je le vivais pas comme ça. J'ai vraiment vécu très positivement. J'étais très curieux de cette expérience. Par contre, j'ai vu que c'était une crainte partagée par les personnes qui avaient peur pour moi, en fait, alors que moi, j'étais plutôt satisfait et je me réjouissais de pouvoir prendre ce rôle, en fait, et de découvrir ce que ça pouvait être. Et t'es content d'avoir pris cette décision? Complètement, oui, c'était, comment dire, j'ai été confronté à pas mal de choses et notamment vivre ce que c'est que la charge mentale et organisationnelle de faire tourner une maison en tant que personne au foyer. Enfin, c'est une expression aussi qu'il faut questionner au foyer, mais mon rôle, le rôle que je me suis donné et le contrat qu'on a passé avec mon épouse, c'est que j'étais vraiment en soutien. Elle a une fenêtre de temps dans laquelle elle devait faire beaucoup de choses, avec beaucoup de déplacements. Et donc moi, j'ai pris ça avec plaisir, le rôle de soutien à tous les niveaux autant que je pouvais pour qu'elle soit déchargée justement, qu'elle ait la sensation de pouvoir faire ce qu'elle doit accomplir pendant ces années-là. Sans avoir peur que ça traîne derrière. J'ai beaucoup appris en termes du lien aux enfants, tout simplement, parce que ça change des choses dans ta relation à tes proches, d'avoir du temps et de la disponibilité. Après, on peut travailler et avoir de la disponibilité, mais ça se travaille justement, ça se questionne. Il ne faut pas juste partir du principe que parce qu'on a un emploi plein temps, on n'est pas disponible. C'est un des enjeux que j'explique dans le livre aussi, la disponibilité. Donc voilà, ça m'a montré les enjeux autour de la disponibilité, ça m'a montré à quel point aussi je pouvais avoir une nouvelle compréhension de ce que c'est que l'intimité avec des enfants ou avec ma compagne. Il faut savoir qu'au Danemark, les horaires de semaine sont très différents de ce qu'on connaît ici. Voilà, mon fils avait 1 an quand on est arrivé là-bas et puis à la crèche, il t'appelle si ton fils est triste, pas seulement si s'est cassé le genou dans la cour de récréation. Donc il y a une philosophie aussi d'accompagnement de l'enfant qui est très différente. Donc tu es beaucoup plus avec tes enfants comparé à ce que tu as ici. C'est pas 17h, 20h après le boulot quand ça va bien. C'est 15h30 et puis beaucoup de fois dans la semaine parce que dans l'année parce qu'on te rappelle très facilement pour venir le chercher ici. Donc il y avait beaucoup de découvertes et j'ai pas vécu la sensation d'être déclassé en tant qu'homme dans tout ça du tout. Ça a pas trop affecté ta carrière non, parce que c'était ça le principal pas du tout. Je trouve ça hyper intéressant comme exemple parce que je pense que justement il y a plein de mecs qui subissent le patriarcat dans le sens où ils voudraient avoir une relation plus forte, plus intense, passer plus de temps avec leurs enfants. Et justement, est-ce que toi, dans ton exemple, d'avoir pu être, entre guillemets, père au foyer pendant 2 ans, tu sens que forcément, j'imagine que tu as une relation complètement différente et beaucoup plus riche avec tes enfants, quoi? Ouais, complètement. Avant de déménager à Copenhague, je travaillais 4 jours par semaine. C'était déjà très bien d'avoir ce jour en plus, ce vendredi en plus. Mais ce qui d'ailleurs est assez rare chez les mecs. Hein. C'est souvent les... Ouais, statistiquement, ça reste assez rare. Ouais. Ça progresse un peu, mais c'est beaucoup plus dur si on a des emplois qui sont mal payés et qu'on est obligé de faire du plein temps avec des heures décalées. Bien sûr que c'est un privilège. Donc, je bénéficiais aussi de ma position sociale dans le sens où j'avais des emplois plutôt qualifiés. Mais même en travaillant 4 jours par semaine, le vendredi, je devais récupérer d'une semaine très intense parce que finalement, en 4 jours, j'essayais de faire le boulot de 5 jours. Ouais, classique. Voilà, donc j'ai vraiment senti une différence qualitative énorme dans le lien que j'avais à mes proches. J'ai aussi vécu la charge, même si je travaillais pas, il y avait des moments où j'arrivais pas à tout faire, même en étant, entre guillemets, en ayant le temps. Donc que la maison soit propre, qu'il y ait à manger, que le linge soit fait, que les rendez-vous chez le médecin soient pris. Et il y a des moments où j'arrivais juste pas à tout faire, alors qu'en principe, j'avais tout le temps et ça m'a aussi fait concrètement réaliser, même si j'ai jamais mis en doute la parole des personnes qui le disaient, c'est un métier. C'est un boulot à temps plein, quoi. Plus qu'à temps plein. Ouais. Justement, après la question derrière, dans quelle situation as-tu peur de ne pas être un vrai homme? Pour moi, il y a une 5e question de vous demander, c'est quoi votre modèle masculin? On parlait de nos pères dans la première partie. Se demander qui sont tes modèles masculins, c'est te demander ça veut dire quoi pour toi être un homme, et est-ce que tu as envie de garder ces modèles et cette définition ou d'en choisir d'autres? Parce que si ton modèle c'est The Rock et que tu as envie d'être méga musclé, très bien, aucun problème avec ça. Mais par contre, il faut que tes croyances te rendent heureux, sinon c'est débile. Et question bonus, est-ce que tu as besoin de dominer une femme pour te sentir homme, que ce soit la dominer par ta taille, ton salaire ou ton temps de parole? Voilà, je trouve que c'est des questions à se poser sur les modèles.
Est-ce que tu as envie de réagir? Je n'ai pas de questions. La question des modèles, je trouve la très importante et aujourd'hui, ils seront difficiles à trouver. Mais mon expérience à moi, c'est que même chez le père, dont on a parlé avant, quand on gratte un peu, on trouve des choses. Notamment, j'ai exprimé dans le premier épisode que j'étais passé par des phases de dépression et j'ai consulté deux thérapeutes à différents moments de ma vie pour travailler ça, pour prendre prise là-dessus. Okay. Et alors que mon père est quelqu'un qui ne parle jamais de ses émotions, que j'ai vu pleurer, je pouvais compter sur les doigts d'une demi-main, quand je lui ai dit est-ce que tu serais d'accord de venir avec moi chez le thérapeute pour faire une session ensemble, il a sans hésiter dit oui. Il avait vraiment envie de faire quelque chose de bien pour moi et il n'a pas hésité une seule seconde et ça lui a demandé de prendre l'avion pour venir en Suisse parce que je vivais en Suisse à l'époque et lui il était en Belgique. Donc c'était vraiment un grand geste. Et en session, beaucoup de choses ont été partagées ou que j'aurais jamais pu partager autrement. Donc, tout ça pour dire que malgré une façade et une vie quotidienne où il n'y a pas de place pour ça, où c'est une génération peut-être qui n'a pas appris à aborder ces choses-là, dans certains contextes et à notre demande, on peut trouver des modèles là de sincérité, de transparence. Je lui ai proposé de faire un récit de vie par la suite qu'on est en train de faire depuis quelques mois. C'est quoi c'est une méthode où tu poses des questions sur ce qui s'est passé dans sa vie. C'était comment l'école pour toi, quelle était ta relation avec ton père, avec tes sœurs, qu'est-ce qui te motivait aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne du plaisir. C'est toi qui poses les questions? Tu poses des questions, donc il y a plusieurs méthodes, mais tu poses des questions et tu ne juges pas, tu ne réagis pas trop, tu laisses la personne parler, quoi. Et ça, on peut trouver sur Internet Ouais, okay. Et l'idée, c'est de découvrir ton parent autrement que comme ton parent, mais en tant qu'individu. Parce que toi, tu arrives dans sa vie, à un moment donné, il a déjà vécu beaucoup de choses et tu commences à avoir des souvenirs à partir de tes 3-4 ans. Donc, il y a énormément de choses, comment se sont rencontrés tes parents, comment il était lui quand il était enfant. Puis on ne connaît que dans la sphère familiale, quoi. Voilà. Et donc, ça m'a aussi permis de mieux contextualiser pourquoi il était tel qu'il l'était en tant que père, d'avoir ce récit de vie où on parle de choses qui ne concernent pas notre relation entre père et fils. C'est passionnant, quoi. Je suis carrément... Désolé papa si tu écoutes ce podcast, mais tu vas te prendre un récit de vie, c'est possible. 6e question, celle-là, je l'adore. As-tu souvent l'impression d'en avoir fait assez et de mériter plus de félicitations? J'avoue que ça me surprend à chaque fois, mais moi, ça m'arrive tout le temps à la maison d'avoir l'impression de mériter des félicitations alors que je fais juste ma part, quoi. Et je sais que c'est absurde, mais c'est là, quoi. C'est vraiment culturel, c'est impressionnant. Ouais, pour moi, c'est lié au besoin de statut, de ne pas faire les choses pour des raisons de conviction ou en fait de compréhension des besoins des autres et de plaisir ou de responsabilité de répondre à leurs besoins, mais on a besoin d'être visible dans ce qu'on fait. D'ailleurs, dans les tâches ménagères qu'on fait, souvent, j'avais lu une étude, je ne sais plus par cœur le titre, mais qui montrait que quand il y avait une distribution des tâches, entre guillemets, équitable, il y avait quand même une différence genrée qui était que les hommes faisaient les choses les plus visibles, les plus brillantes et les plus démonstratives. Reconnues socialement. Voilà, et que le travail invisible comment on appelle ça, la upkeep, l'entretien un peu général de la maison, c'est aussi Titieu Lecoq qui en parlait dans son livre Libéré, où elle disait que le ménage, on le voit quand il n'est pas fait. Quand la panière de linge déborde, quand la vaisselle est dégueu, là tu le vois, mais quand il est fait, et ça demande beaucoup d'énergie de bien le faire, et tout a l'air normal et tel qu'il devrait être, et donc on ne dit pas, on ne pense pas à dire ah merci beaucoup d'avoir fait telle et telle chose parce que on la remarque quand elle n'est pas faite. On va plutôt aller se plaindre ah mais t'as pas fait la vaisselle ou t'as pas rangé et ma cravate n'est pas repassée. Enfin, je donne des exemples un peu caricaturaux, mais je fais une parenthèse. On en parlait dans le tout premier épisode de Soif de sang sur la charge mentale où forcément il y a plein de parallèles, même si là j'avais pas trop envie d'angler sur les tâches domestiques parce que c'est un sujet les mecs sont à peu près au courant. Effectivement que par exemple les pères vont beaucoup plus aller chercher l'enfant à l'école que je sais pas nettoyer les fesses pleines de caca, quoi, parce que c'est reconnu socialement, quoi. Donc 300% sur le choix des tâches plus valorisantes où il y a quelqu'un d'autre qui va nous donner un statut de bon père, quoi. Il y a aussi un truc, c'est qu'il y a parfois une motivation de certains hommes à faire des tâches qui pourraient être perçues comme féminines, mais parce qu'elles sont valorisées quand eux la font. Alors que quand c'est une femme, on pense que c'est tout à fait normal. Donc typiquement, porter son bébé. Moi, je me rappelle, on était sortis de la maternité et quelques jours après, on prend le bus avec la poussette et c'est moi qui sors la poussette du bus et il y a 2 dames âgées qui font « Ah, ça, c'est un bon gars, c'est pas comme nos pères à nous, juste parce que je sortais la poussette du bus. » Ce qui est un acte
je vais pas abandonner mon bébé dans le bus, quoi, c'est normal. Je vais pas faire un truc exceptionnel. Bravo, il n'a pas abandonné son bébé. Ma femme n'a jamais été applaudie par des dames parce qu'elle portait le bébé en porte-bébé sur le ventre ou qu'elle poussait la poussette. Ça, c'était normal. Donc, il y a aussi ce piège-là de faire les choses parce qu'on nous renforce dans le statut d'homme exceptionnel, de nouveau bon mec dont on parlait. Oui, pour des motivations extrinsèques et de valorisation, et pas juste parce que c'est ce qui est juste, quoi. Ok. 7e question pour devenir un mec encore plus stylé que ce que vous êtes déjà, les gars. Comme tu as l'impression d'en faire assez, demande-toi quelles sont tes stratégies d'esquive. Ça, c'est clair que pour moi, c'est un énorme sujet sur ces questions-là. On l'a abordé dans la première partie. Mais demandez-vous, voilà, qu'est-ce que tu as l'habitude d'esquiver, que ce soit les tâches ménagères, ou t'esquives les discussions quand ta chérie te fait des reproches, t'esquives de remplir ta déclaration d'impôt ou d'organiser les vacances comme ça, c'est pas à toi de le faire. Et surtout, comment tu esquives? Est-ce que tu fais semblant de dormir quand ton gosse pleure la nuit pour que ta chérie y aille, par exemple, etc. Enfin, ouais, l'esquive, je suis trop content que t'aies mis le doigt sur ce mot, parce que c'est un truc central, quoi. Ouais, il y a tout un chapitre qui permet de se diagnostiquer. Ça s'appelle le cabinet des curiosités de l'esquive masculine, où je donne une liste de tout ce que j'ai pu observer à différents moments de ma vie. Il y a des esquives typiques qui sont... j'allais le faire plus tard, j'allais le faire, on en parlait dans le premier épisode. Ah oui, j'allais le faire, et puis on laisse traîner jusqu'à ce que finalement, par exaspération, c'est notre compagne qui le fasse. Ouais. Il y a aussi l'excès de zèle, qui est aussi quelque chose qui a beaucoup été montré par la dessinatrice Emma dans ses bandes dessinées sur la charge mentale, où tu fais semblant tu dis que tu es de bonne volonté, que tu vas faire quelque chose, et en fait, on va faire à manger ensemble, et puis tu coupes un oignon au millimètre pendant 40 minutes, et du coup, ça aide pas du tout, et enfin voilà. Il y a plein de façons d'esquiver. Qu'est-ce que je peux faire aussi? C'est la question de base. Tu arrives et puis la soirée est en cours, il y a la cuisine qui est lancée, les enfants sont au bain, il y a plein de trucs comme ça, et puis tu te poses en passager, en mode c'est pas moi qui gère le projet de cette maison, je suis juste là en renfort s'il faut, et on doit me le demander, donc je dis mais est-ce que je peux faire quelque chose? Et typiquement, la personne, donc notre compagne, en l'occurrence, qui est occupée à gérer tous ces trucs en même temps, si elle doit s'arrêter, tout recalculer pour essayer de t'inclure en sachant pas si tu vas bien faire les choses et qu'elle va devoir passer derrière, ça, elle n'a pas envie de se lancer là-dedans. Elle dit non, c'est bon, je gère. Et toi, tu interprètes ça comme j'ai carte blanche, je peux aller lire mon bouquin. Puis je fais rien. Du coup, elle m'a dit que c'était bon, quoi. Ouais. Donc ça aussi, c'est de l'esquive. Alors que c'est à toi de prendre l'initiative et te dire par toi-même qu'est-ce que tu pourrais faire, parce que c'est déjà de la charge mentale. Voilà. D'être conscient de, identifier les besoins et qu'est-ce que je pourrais faire. Peut-être que tu peux mettre la table, tu peux vider de la vaisselle, tu peux lancer la lessive, enfin, peu importe. Mais... Ouais, ou changer la couche, ou regarder s'il y a à manger pour demain au petit déjeuner. Voilà. Oui, ou à plus long terme qu'effectivement immédiat. Ouais, il y a toujours des choses à faire. Si effectivement dans l'immédiat tout est fait, anticipe pour la suite. Tu me fais trop rire parce que tu as mémorisé 3-4 punchlines pour réagir face à un comportement sexiste. Tu dis niveau 1, l'étonnement, quand un mec vient de lancer pour rire à sa femme que s'occuper des enfants c'est un truc de femme, tu réponds genre ah bon, vraiment je comprends pas ce que tu veux dire, donc jouer le débile. Bien une alternative qui est de pousser vers l'absurde, mais oui c'est tellement un truc de femme, vraiment grossissant le trait pour le ridiculiser, voire s'affirmer de manière plus franche, je suis pas ok avec ça, ou non je peux pas te laisser te dire ça Pascal. Et si ça t'énerve trop, arrêtez, on change de sujet là où je vais m'énerver. Parce que aussi ne pas recadrer les mecs qui font, pas les mecs qui font, quand les mecs font, parce qu'on va pas les essentialiser, les situations où les mecs font ou disent de la merde, ne pas recadrer les mecs à ce moment-là, c'est aussi laisser les femmes dans la merde, quoi. Tu peux nous en dire plus sur l'importance des punchlines? Oui, c'est très difficile d'être réactif quand quelque chose, une situation sexiste arrive tout d'un coup, parce qu'on s'y attend pas, on n'a pas l'habitude d'y réagir nous parce qu'on n'est pas les premiers concernés, donc les femmes sont beaucoup plus en vigilance, mais même quand on est une femme, on est à un dîner où t'as un moment de choc et de sidération, quoi. Et tout d'un coup, quelqu'un sort une énormité et on ne sait pas si on peut casser l'ambiance ou pas, est-ce qu'on va passer pour la méchante, est-ce qu'on va se retrouver seul, isolé, à devoir contre-attaquer sur 3 personnes en même temps qui vont commencer à nous envoyer des arguments. Et donc, il faut une solidarité par rapport à ça. Il ne faut pas laisser passer les comportements parce qu'il faut arrêter de normaliser en fait ces dévalorisations des autres. Et donc, d'avoir en tête quelques façons ou de juste expérimenter, de se rendre compte de quelle façon nous, on est à l'aise de réagir à ça et où on se sent un peu en maîtrise de ça. Je pense que c'est assez important. Il m'est arrivé justement lors de la discussion avec le public à Strasbourg sur le livre au mois de mai. Voilà, une heure et demie de discussion sur le livre. Et puis dans le public, il y avait un monsieur
je pense qu'il était retraité avec sa femme. Première question, c'est lui qui prend la parole et il dit, il sort comme ça, moi je trouve que le féminisme aujourd'hui il dessert la cause. Bam, grosse affirmation, je suis contre les quotas, on met des quotas partout. Il se lance dans une explication sur tout ce qu'il trouve qui va pas, avec une autorité de grand-père qui a une bonne voix et qu'on a peur de froisser si on répond. Et donc toute la salle a eu un petit moment de saisissement, genre on s'attendait pas du tout à ce que quelqu'un nous sorte ça, alors qu'il va y avoir 1h30 de conversation autour de la responsabilité des hommes dans la question féministe, avec les limites qu'elle a et tout ça. Et donc moi j'ai constaté que ma façon à moi de réagir c'était d'utiliser le mansplaining contre lui finalement, c'était de mettre un terme à tout ça en disant écoutez, je suis absolument pas d'accord avec vous. Je pense que les quotas sont essentiels et importants dans plein de milieux. Et il y a X et X études, et je connaissais quelques études qui le montrent. En telle année, il y a eu ça, en telle année, il y a eu ça. Et à partir de tel pourcentage de masse critique de femmes, on se rend compte qu'on n'a plus besoin des quotas parce que les recrutements se font par des réseaux qui se sont mis en place et qui ne sont pas là. Parce qu'avant, c'est seulement les hommes qui ont les réseaux. Bref, je lui ai sorti une espèce de science. Il a dit quoi? Voilà. Et il a fait, ouais, bon, peut-être. Alors après, ils sont partis, il n'a pas acheté le livre. C'est bizarre. Je crois pas que je l'ai convaincu jusqu'au fait d'aller lire le livre. Mais ça, c'était cordial. Hein. On n'a pas élevé la voix ni rien. Mais ouais. Mais quand il n'a pas acheté le livre parce qu'il a fini à l'hôpital et que a fait une baston générale. Et donc moi je découvre que c'est une façon que j'ai qui fonctionne bien pour mettre fin aux choses, c'est d'affirmer ça, c'est de dire écoutez, je suis pas d'accord et voilà pourquoi, sans faire de concessions, mais en amenant comme ça des arguments. Après voilà, chacun peut trouver sa façon d'interagir en fonction de la situation. C'est pas toujours facile, hein, je veux dire, on s'est aussi dans une situation où il y a des enfants qui jouent autour, tout le monde a bu un peu de vin, t'es pas alerte comme quand t'as une discussion comme toi et moi en ce moment face à face où on est conscient du sujet, tu parles des vacances ou ski et puis tout d'un coup il y a un gars qui sort un truc et puis tout le monde est un petit peu enivré, comment tu réagis quoi. C'est pas simple, est-ce que tu casses l'ambiance et que tu t'en vas alors que c'est... ça, la peur de casser l'ambiance, c'est un vrai truc quoi. Ouais, c'est vraiment envie de te prendre la tête. Ouais, et je pense que parfois il faut, et qu'il faut faire confiance au fait que les relations sont flexibles et que peut-être qu'on va se fâcher, mais qu'on se rabibochera, et si on se rabiboche pas, il y a peut-être des raisons. Ouais. Mais c'est vrai que c'est dur, hein, casser l'ambiance, c'est vraiment très dur. Pour finir, devenir moins con, ça peut prendre plein de formes. Donc voilà, où parle de tes émotions à tes enfants et dis-leur que t'es fier d'eux. Fais un chemin de vie avec ton père, voilà, pour débroussailler sa vie intérieure. Ou encore plus pratico-pratique, voilà, faites une liste avec ton ou ta chérie de qui fait quoi à la maison. J'espère qu'il y a plein d'exemples qu'on a abordés qui vous donnent des idées, du grain à moudre pour des trucs que vous pouvez mettre en place dans votre vie. Merci Quentin, ton livre Devenir moins con en 10 étapes est dispo partout en librairie ou sur le lien en description. Et si cet épisode t'a plu, je te conseille fortement, alors je sais pas quel numéro c'est, celui avec Thomas Messias, je crois que tu connais du podcast Mansplaining, qui était sexiste, qui est devenu féministe. Et évidemment le tout premier qu'on a évoqué sur la charge mentale. Ciao Quentin, ciao tout le monde, à dimanche prochain. Salut, merci beaucoup de l'invitation.